Bonjour aventuriers du Cosmos, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la suite de l'épopée de nos héros dans le monde des 12. Notre histoire reprend avec Dodge, se cachant dans les égouts, traqué par les miliciens de Bonta et trouvant la vie fade sans sa bien-aimée. Résigné, il se demande s'il ne ferait pas mieux de se laisser périr ici. Malheureusement, notre héros n'était pas pourvu du courage nécessaire pour cela. Il prit donc la décision de marcher le long du tunnel pour voir ce qui se trouvait au bout, en profitant pour écraser quelques rats sur son passage. Cependant, notre Ekaflip avait un étrange pressentiment. Il se sentait observé. Après avoir de nouveau écrasé un rat, il finit par se dire que, finalement, cette sensation venait sûrement de tous les rongeurs. Mais notre Ekaflip était loin du compte, car au sein de l'obscurité, une créature bien plus dangereuse le guettait. Un rat, certes, mais celui-ci était d'une toute autre taille. Le rat géant ne mit pas longtemps à se dévoiler. Il attaqua notre héros par surprise, le plaqua contre une des parois des égouts avant de lui asséner un puissant coup de griffe. Dodge, ne pouvant s'empêcher de faire ressortir son insolence, qualifia le monstre de raclure. Il poursuivit en demandant à la créature pourquoi elle attaquait, ce à quoi cette dernière répondit en pointant du doigt un des rats que Dodge avait écrasé quelques secondes plus tôt. Notre Ekaflip continua de se moquer du monstre en lui faisant remarquer que sa posture de combat était ridicule, ou même en lui parlant de son odeur fétide. Suite à ces paroles, le combat était devenu inévitable, mais malheureusement pour Dodge, les coups étaient à sens unique et la créature avait clairement le dessus sur lui. Dodge, désemparé, se dit que la situation est plutôt ironique. Lui qui venait de s'échapper de prison, allait-il vraiment périr dans ses égouts? Et achevé par un rat en plus? Il reprit ses esprits et décida de contre-attaquer. Mais malheureusement, ses efforts furent vains, car le rat était bien trop fort. Notre héros, au sol, le pied du monstre sur le torse, se sentit pris d'un sentiment d'apaisement, se mettant à penser à Vlad et à Hulette. S'apprêtant à rendre son dernier souffle, il demanda à la créature d'en finir vite. Quand tout à coup, une lame vint se planter dans le dos de la bête. Cela a interrompu l'affrontement, mais n'a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'impact sur ce dernier, car, en effet, il saisit la lame plantée et la jeta par terre. Au loin, dans l'obscurité, se dévoila le propriétaire de la lame. Quelle fut la surprise de Dodge quand il s'aperçut que son sauveur n'était autre qu'un enfant. L'Ekaflip lui dit de ne pas s'approcher car le rat était très dangereux. Mais l'enfant n'en fit rien et continua d'avancer. Chose étrange, le rat avait l'air de le craindre. Mais qui était-il? L'enfant appela le rat Sphinctercell, et juste après cela, le monstre l'attaqua. Mais chose étrange, lorsque son coup atteignit sa cible, l'enfant disparut. Tout ça avant de réapparaître quelques secondes plus tard dans le dos du monstre et de lui envoyer une attaque surpuissante. Tout ça devant les yeux ébahis de Dodge. Il en était maintenant convaincu. L'enfant avait quelque chose de spécial. Ne laissant pas de répit au Sphinctercell, l'enfant déclencha un piège qui est la spécialité de sa race, les SRAM, de sorte à immobiliser la créature. Malheureusement, cette dernière plongea dans les égouts et prit la fuite. L'enfant SRAM avait l'air déçu. Il l'avait loupé une fois encore. Dodge lui fit remarquer qu'il avait des drôles d'occupations pour son âge, ce à quoi l'enfant rétorqua qu'il s'amusait avec ce qu'il y avait à sa portée. Suite à quoi, Dodge le remercia et le félicita au passage pour sa maîtrise des sorts pour son jeune âge. Mais le jeune SRAM se contenta de lui demander « Qu'est-ce qui te fait croire que toi aussi, tu n'es pas une cible potentielle ?» Mais ça, nous ne le saurons que plus tard. En attendant, redirigeons-nous sur la ville de Bonta, où, pour rappel, la bataille contre le dragon faisait rage. Nous retrouvons Vlad face à Artie, lui demandant un affrontement tout en lui disant qu'il était prêt à le laisser partir s'il ne s'en sentait pas prêt. Et en suggérant que s'il partait, il irait s'attaquer aux spectateurs qui, pour rappel, sont des soldats de l'armée de Bonta, ainsi que des disciples de Joel. Artie mit un coup de patte à Vlad en réponse. Le Yop avait donc sa réponse et dit au dragon qu'en souvenir, il allait repasser sous la forme de Vald. Mais à la surprise générale, Artie repassa de sa forme draconique à sa forme humaine. Lily, voyant de nouveau son ami,
lui sauta dessus l'air enjoué, mais il la repoussa d'un coup violent. Malgré son apparence humaine, quelque chose avait bien changé en lui. Après un petit échange entre Lily et Vald, Artie sauta sur le yop et enchaîna des combos de coups plus violents les uns que les autres, ne laissant aucun répit au chevalier. Vald avait beau essayer de se défendre, il n'arrivait pas à rendre les coups, allant même jusqu'à se dire que ce combat serait peut-être son dernier. Il profita donc de cet instant pour dire à Artie ce qu'il avait sur le cœur et quelle importance leur amitié avait pour lui. Il finit également par des remerciements pour lui avoir offert un combat aussi palpitant. Artie lui cracha des flammes tel un dragon. Vald, sentant qu'il ne faisait pas le poids, prit la décision de se retransformer. Mais même malgré ça, la bataille était loin d'être finie. Un combat éclata entre les deux compères et bizarrement, Artie avait le dessus. Durant l'échange, Artie jeta un sort foudroyant. Le ciel s'assombrit aussitôt. Pendant ce temps au château, Galgarion se réveille et dit au roi qu'il faut retourner sur le champ de bataille. Mais le roi Clutus voyait les choses différemment. Il assomma le chevalier à l'aide de sa masse, juste après lui avoir dit qu'il fallait que quelqu'un reste pour protéger sa fille. Il prit ensuite la route, laissant Galgarion assoupi au milieu de la salle. Mais pour le plus grand malheur du roi, son fidèle sujet ne resta pas à terre très longtemps. Il se mit en quête de rattraper Clutus dans le but de le ramener au château. Mais à peine à la sortie de ce dernier, il fut choqué par l'état de la ville. La cité si belle autrefois n'était plus que ruine. Même la taverne était détruite, ce qui attrista encore plus le chevalier, ne pouvant plus se saouler. Dans les décombres, il aperçut un homme blessé. Il alla à son secours. L'homme, respirant à peine, lui dit que la cité était perdue et que même les 300 avaient échoué. Galgarion, fier, répondit que la cité de Bonta ne s'avouerait pas vaincue. Peu importe les difficultés, le peuple bontarien se relèverait. Il reprit ensuite la route, en se disant que le roi avait sûrement dû se précipiter vers le lieu où se trouvait Gulthard. Sur sa route, il passa devant la prison. Enfin, plutôt ce qu'il en restait. Il retrouva finalement le roi, gisant au sol au milieu de la cité en ruine. Le roi lui demanda de l'amener à l'autre bout de la ville. Galgarion accepta. Néanmoins, il lui fit promettre de ne plus essayer de l'assommer, ce à quoi le roi rétorqua que de toute manière, il n'était plus en état. Sur le chemin, le chevalier demanda au roi pourquoi il le détestait tant depuis qu'il avait épousé sa fille. Clutus lui dit que sa fille était tout ce qui lui restait depuis le décès de la reine, et qu'il comprendrait lorsqu'un grand dadais viendrait lui prendre sa fille. Quelque temps plus tard, ils atteignirent enfin leur destination, le champ de bataille. Toute l'armée était au sol, hormis quelques individus, et parmi eux, Garth, le chef des 300, qui s'empressa de présenter ses excuses au roi pour l'échec de son unité. Maître Noirjacques, sur place également, proposa au roi de panser ses plaies, ce que ce dernier accepta. Pendant que le maître Eniripsa se chargeait de soigner le vieux roi, Mani et son complice les observent au loin et se demandent si ce ne serait pas le moment pour essayer de l'achever. Après une courte réflexion, il se dit qu'au vu du nombre de guerriers l'entourant, il avait de fortes chances de ne pas en réchapper. Il se ravise donc, mais malheureusement pour lui, Artie surgit d'un coup derrière eux. Après lui avoir dit qu'il ne s'en sortirait pas comme ça, et Mani voulant s'enfuir, Artie fonça sur lui et lui asséna un violent coup qui projeta le vil Xelor contre un mur. Mais le Mani n'avait pas dit son dernier mot et réussit à s'enfuir en créant un portail. C'est à cet instant que Gulthard sortit du coma en s'extirpant des gravats sous lesquels il était enfoui, tout en demandant à finir le combat. Cependant, l'heure n'était plus à l'affrontement. Le roi ordonna à tout le monde de rattraper Mani. Et étonnamment, c'est Broclas, la créature qui sauta dans le portail le premier. Mais malheureusement pour lui, ce dernier se referma au milieu de son passage, ce qui le découpa en deux. Pendant ce temps à Brakmar, Mani et Brumaire se prennent la tête sur le fait qu'ils sont rentrés directement à la cité, sans avoir brouillé les pistes. Mani lui dit que ça ne craint rien, mis à part si Artie avait des connaissances concernant l'ouverture des portails. Sur ce coup-là, il aurait mieux fait de se taire. Sa phrase à peine finie, le portail réapparut. Et quelle fut sa surprise quand Artie surgit à travers. Le Xelor et son compère reprirent immédiatement la fuite,
Mais Artie ne les lâchait pas d'une semelle et en profita pour ravager Brakmar dans son excès de rage. Brumaire dit à Mani qu'il ne faut surtout pas que Rouchou apprenne ça. Le Xelor répond avec sarcasme que ça aurait pu être pire, car Goultard ne l'avait pas accompagné. Et encore une fois, il aurait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, car Goultard surgit à travers le portail. Cependant, son objectif à lui était tout autre, car insatisfait de ne pas avoir fini son combat, c'est avec Artie qu'il souhaitait en découdre. Pendant ce temps, Joel convoque Vil, lui disant qu'il est dans un bon jour car la cité de Bonta devait être en ruine à l'heure qu'il est, et qu'il avait envoyé ses troupes pour achever les survivants. À ce moment-là, Brumaire débarqua affolé et dit à Joel de planquer les Dofus. Quand Joel lui demanda la raison de cette requête, il se contenta de répondre « Dragon est à Brakmar ». Joel ordonna à Vil d'aller chercher les troupes qu'il avait envoyées sur Bonta, pour qu'ils reviennent défendre la citadelle. Le roublard rétorqua en lui disant que les gradés de l'armée ne l'écouteraient pas, étant donné que lui est dépourvu de tout grade. Ce à quoi Brumaire répondit qu'il avait raison. Joel, pressé et inquiet que Rouchou apprenne la nouvelle, donna un sceau de commandement à Vil, de sorte que les soldats lui obéissent. Il demanda ensuite à Brumaire comment le dragon avait réussi à pénétrer la ville. Pendant ce temps, nous retrouvons le roi Clutus et Gart qui passent la porte de la cité de Brakmar à leur tour, après avoir passé quelque temps à trouver la bonne sortie. Le vieux roi vit Goultard immédiatement et lui demanda de finir ce qui avait été commencé. Galgarion stoppa le roi net en lui disant que pour l'heure, ce n'était pas Goultard leur adversaire. Le roi Clutus lui rétorqua que c'est lui le roi, et c'est donc lui qui donne les ordres. Quand une voix s'exclama au loin. Ici on est à Brakmar, et une seule personne a le droit de donner des ordres, et c'est moi. Cette voix, c'était celle de Joel, qui venait d'arriver sur place. Les 3 derniers membres de l'escadron des 300 qui avaient accompagné le roi jusqu'ici, Gart, la Goyave et Krakendorf, lui demandèrent de reculer, car ils veulent affronter le démon. Et après un long monologue de méchant, Joel finit par dire « Devant moi, les héros fuient ou meurent ». Dans le même temps, il jeta un sort dans la direction de Gart. Ce dernier fut poussé au dernier moment par la Goyave qui avait pris le coup à sa place. Coup qui lui sera malheureusement fatal. Gart, sous le choc et empli de colère, demande à Krakendorf de le couvrir pendant qu'il menait l'assaut. Krakendorf s'exécuta et lança une flèche multiple sur Joel. Les flèches atteignirent leur cible mais finirent écrasées sur la peau de ce dernier. Voyant que leurs efforts étaient vains, le roi Clutus dit à ses serviteurs que le seul moyen d'en venir à bout est de tous l'attaquer simultanément. Ce à quoi Gart répondit qu'il lui interdisait d'intervenir et que même si l'affrontement se solde par la mort des derniers membres de son unité, ce choix était le leur et Clutus se devait de le respecter. Suite à quoi, le Pandawa fier sortit des fioles et les but une par une. Le roi lui dit qu'il était fier de le compter parmi les siens. Goultard regardait la scène, assis bien gentiment dans son coin. Joel, impatient, provoqua de plus belle les Bontariens. Gart lui sauta dessus instantanément et lui lança un souffle alcoolisé. Pendant ce temps, dans les landes de Sidimoth, l'armée brakmarienne continuait d'avancer vers Bonta en chantant à tue-tête sous le commandement des chefs de guerre. Tous 3 discutaient au sommet d'une montagne, quand soudain un messager vint leur délivrer un message. L'armée est désormais sous le commandement de Will Smith. 2 des 3 chefs de guerre étaient en désaccord complet avec cette décision. Et pour remuer le couteau dans la plaie, le nouveau commandant Roublard arriva peu après le messager. Après avoir nargué les 2 chefs, ces derniers se jetèrent sur lui dans le but de le mettre en pièces. Après un combat de courte durée, Will Smith triompha et leur dit qu'il n'était pas étonné qu'il n'ait pas encore réussi à détruire Bonta avec des chefs aussi faibles. Il leur dit ensuite qu'il allait remédier à cette situation avant de les jeter du haut de la falaise. Pendant ce temps, à Brakmar, Mani, après avoir couru 4 heures durant, se dit qu'il avait sûrement réussi à échapper à Artie. Mais il n'était pas au bout de ses surprises, car le jeune Feka était très tenace. Il demanda à Artie comment il avait pu suivre sa trace malgré les portails. Notre protagoniste lui répondit qu'il sentait la charogne et qu'il l'aurait retrouvé à l'autre bout du monde. Le Xelor continua à le narguer, mais Artie ne lui laissa pas le temps de filer. Mani proposa un marché.
En échange de 3 minutes de préparation, il ne fuirait plus. Mani lança un sort de momification et provoqua Artie sur sa collection de têtes, disant qu'il lui manquait une tête de dragon. Artie lança un puissant sort de bulle, mais une partie des dégâts lui furent renvoyés. Mani le nargua une fois de plus en lui rappelant que lui-même, lors de sa transformation, avait exterminé des milliers de citoyens. De retour sur l'affrontement entre Joel et les Bontariens, Garth et Joel s'échangeaient des pluies de coups. Cependant, Joel ne semblait pas flancher. Le seul à voir que les deux n'étaient pas de force équitable était Gulthard. Garth fut soudain entouré de fumée. C'était Brumaire qui s'interposait. Joel, insulté par cette intervention, lança un sort terrifiant. Garth fut instantanément transformé en squelette. Brumaire esquiva de justesse. Clutius dit à Galgarion qu'il était temps pour eux de se battre. Gulthard intervient et leur dit que ce n'était pas la seule issue, et qu'il souhaite affronter les deux démons. Il sort son épée de son bras, sous les yeux du roi Bouche Bée. Tard remarqua une petite gelée sur sa lame, la petite Bilby. Il lui proposa d'affronter les démons avec lui. Joel et Gulthard s'échangeaient des politesses quand le sol s'effondra. Brumaire venait de réveiller 2 nouvelles créatures gardées en réserve, Charybde et Scyllare. En l'an 12, bien avant la création de Brakmar, nous découvrons Nepo, fils de l'ordre Aurak à Bonta. Nepo avait pour passion la chasse au tofu. Un jour, il rencontra une chasseuse Kra et lui demanda de le payer en nature pour lui avoir volé son butin. Cette dernière refusa, juste avant de se prendre une flèche dans le ventre. Nepo avait décidé de passer des tofu à un plus gros gibier. Quelque temps après, elle succomba à ses blessures sous les yeux de son bien-aimé ainsi que ceux de ses enfants. Et c'est ainsi que Charybde et Scyllare perdirent leur mère. Maël, son mari, était fou de rage. Il partit venger sa chère et tendre. Le jour du 20e printemps de Nepo, Maël surgit. Le lord ordonna à ses gardes de jeter Maël au cachot. Maël massacra les gardes, mais Nepo, lâche, lui tira dessus. Maël se fit achever par les gardes sous les yeux de ses jeunes enfants qui venaient tout juste d'arriver. Des années plus tard, à l'école, Charybde et Scyllare se faisaient malmener. Ils décidèrent d'apprendre les arts sombres. Un jour, un grimoire leur fut jeté, le recueil de magie Héliatrope. Ils y apprirent l'existence d'un monde gouverné par Rouchou. Ils créèrent un portail et franchirent la choucroute. Ils firent connaissance avec Raoul, un démon qui les emmena devant Rouchou. Joel, avide de pouvoir, tua Raoul pour voler sa promotion et emmena les orphelins devant le souverain. Rouchou, énervé par leur présence, menaça les frères. Mais les orphelins trouvèrent ces menaces peu imaginatives et insultèrent les chouchous de Tokar. Rouchou, intrigué, se calma. Les frères lui demandèrent de faire venir des démons, Ombrage, Racham et Burkman, et demandèrent à Joel de montrer ce qu'ils avaient subi. Ils finirent par attacher le plus petit démon à un arbre et le lapidèrent. Rouchou, admiratif, leur demanda de former ces démons à la cruauté. Ils passèrent des années dans la choucroute et devinrent amis avec Rouchou. Ils créèrent un portail pour envoyer des démons dans le monde des 12. Pour les remercier, Rouchou leur donna l'apparence et les pouvoirs des démons. Ce jour-là, l'humanité connut un monde malfaisant. Seul Nepo prit la fuite. Joel et Brumaire créèrent Brakmar en hommage à leur souverain, tandis que les deux frères se retirèrent dans un tombeau sous la ville. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. De retour dans les égouts de Bonta, le jeune Sram raccompagna Dodge près d'une bouche d'égout. Il l'avertit que la cité n'était pas plus sûre que les égouts. Dodge demanda s'il n'existait pas une sortie hors de la ville. Égypte en connaissait une. Soudain, une voix parla à Égypte dans sa tête, lui disant de laisser les Caflibes se débrouiller. Dodge, sentant une présence, lança un sort de perception. Le sort révéla un Sram adulte camouflé par un sort d'invisibilité. Ça expliquait tout. En réalité, le jeune Sram n'était pas si fort que ça. Il était aidé par un être plus vieux et plus puissant. Et c'est ainsi que se termine le tome 4 de Dofus. Si vous avez faim d'en apprendre davantage sur cette épopée, vous pouvez retrouver les épisodes en intégralité sur la plateforme Allscreen ou dans votre librairie favorite. Sinon,
je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, dites-moi quelles autres histoires de l'univers du Cosmos vous aimeriez découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et souvenez-vous, lire une histoire, c'est bien, la vivre, c'est mieux.